bien, mesdames, messieurs, cette fois-ci, c'est le bon début. Et ce mesdames, messieurs, eh bien, c'est le même par lequel ce monsieur que vous voyez ici, Paul Valéry, pour ne pas le nommer, commençait chacun de ses cours il y a 80 ans. Et pour celles et ceux d'entre vous qui m'ont suivi jusqu'ici pendant ces 3 dernières années, vous savez que j'ai pris l'habitude, moi aussi, de commencer par un « mesdames, messieurs ». Et maintenant, eh bien, je peux vous le révéler, si j'ai choisi « mesdames, messieurs » plutôt qu'un bonjour plus habituel aujourd'hui, et peut-être aussi plus sympathique, il faut le dire, mais c'est un peu formel, mais en fait, c'était par une sorte de fidélité, un peu dérisoire, je dois le dire, avec Paul Valéry. Une fidélité à Paul Valéry, je dois dire, c'est la seule ressemblance à laquelle je prétends. Certains ont noté mon absence de nœud papillon, mais vous verrez qu'il y a des photographies où Paul Valéry porte la cravate à cette même table, enfin du moins à la table à laquelle il s'asseyait au collège. Bon, voilà, ce « mesdames, messieurs » est une imitation un peu vaine, une petite superstition de professeur, je vous laisse choisir. Mais vous voyez, et du reste, cette séance de pause photographique un peu embarrassante nous y a placés en plein dedans. Nous sommes entrés, en fait, dans une sorte de spécularité avec ce cours qui commence cette année, une spécularité à laquelle nous n'échapperons pas tout à fait en raison du sujet que je vais rapidement vous dire. Et cette spécularité, vous l'aviez déjà ici dans cette photographie que je vous ai mise pour vous faire patienter. J'espère que vous avez apprécié cet effet de mise en abîme, en quelque sorte, puisque vous étiez en train de vous voir vous-même, enfin vous-même, vos prédécesseurs, il y a 80 ans. Cette photographie a été prise en 1937. Et alors, bon, c'est assez intéressant. Vous voyez que l'amphithéâtre a quand même un peu changé. C'était la salle 8. C'était à l'époque la plus grande salle du Collège de France, celle où Bergson avait fait cours déjà au début du XXe siècle, Valéry donc, et puis plus tard Michel Foucault, Roland Barthes. C'est là que Borges a donné sa fameuse conférence dans les années 80. Umberto Eco a donné aussi ici, dans cette salle 8, des conférences donc au début fin des années 80, début des années 90, et moi-même j'y ai suivi des cours de professeurs dans cette salle, qui n'existe plus. Hein, et elle n'existe plus, tout a été refait, vous le savez, au début des années 2000, et maintenant vous êtes dans un amphithéâtre beaucoup plus grand, beaucoup plus confortable, hein, je pense que vous l'appréciez, beaucoup plus beau aussi. Alors après, l'amphithéâtre est plus beau, quant à l'orateur, c'est une autre histoire. Mais je brode et en fait, je manque à tous mes devoirs. D'abord, je vous remercie d'être venus si nombreux et nombreuses en ce début d'année. Cela fait vraiment chaud au cœur, alors même qu'il fait froid, qu'il pleut dehors. Enfin bon, c'est vraiment très bien. Et puis, bien sûr, bonne année. Bonne année à toutes et à tous. Je vous présente vraiment mes meilleurs vœux pour cette année 2023, en souhaitant que cette année 2023 puisse être meilleure que 2022. Et j'essaierai, à ma modeste place, j'essaierai d'y contribuer modestement, donc, dans le cadre de ce cours. Alors certes, évidemment, je suis hélas bien incapable de faire cesser la guerre qui fait rage depuis près d'1 an aux portes de l'Europe et qui ravage un pays qui ne demandait qu'à vivre en paix et qui ne demandait qu'à vivre dans l'indépendance. Mais je vous apporte néanmoins un signe positif en ce début d'année. Parce que l'an dernier, vous vous en souvenez peut-être, l'an dernier, nous étions partis à la recherche des œuvres perdues. Eh bien, cette année, nous allons parler des œuvres
retrouvée. Et donc d'une œuvre retrouvée en particulier, celle de Paul Valéry, et en particulier, mais pas seulement, le cours de poétique de Paul Valéry. Donc, cela est déjà assez positif. Cela nous amène au thème donc de cette année de cours que j'ai intitulé donc Valéry ou la littérature. C'est le titre du sujet de cours de cette année qui aura lieu, vous l'avez noté puisque vous êtes ici, qui aura lieu les mardis à 17h et ce sera suivi du séminaire à 18h. Attention seulement, attention, et c'est noté ici, vous avez le programme qui est évidemment aussi en ligne, la semaine prochaine, exceptionnellement, le cours, donc mardi 17 janvier, exceptionnellement, le cours n'aura pas lieu à 17h, mais à 14h30. Il sera suivi du séminaire à 15h30. Cela parce que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a choisi de présenter ses vœux au Collège de France à l'heure à laquelle je fais cours. Et donc, voilà, j'ai plaisir à laisser la place dans la mesure où ma conférencière, Catherine Assette, pour le 17 janvier, en était d'accord. Alors, Valéry ou la littérature, le titre peut vous paraître un petit peu étrange, et il va le rester encore, soyez patients, il va le rester encore un petit peu, parce que je reviendrai sur ce titre et j'essaierai de l'expliquer, de le commenter plus tard et de le problématiser, parce qu'en vérité, il y a un problème derrière ce Valéry ou la littérature, avec un grand L, un L capital au mot de littérature. Je vous expliquerai donc en temps voulu, mais assez vite, comment j'entends ce titre. Aujourd'hui, c'est autre chose que je veux faire, et du reste, vous l'avez peut-être noté parce que j'ai modifié le titre par rapport à ce que j'avais prévu dans mon programme, et ce ne sera sans doute pas la seule modification que j'apporterai dans le cours de cette année, mais au bout du compte, j'ai décidé de faire un peu autre chose que ce que j'avais prévu de faire pour mon premier cours. Je le ferai plus tard, ce que j'avais prévu, mais en fait, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Je voudrais faire ce qu'on, finalement, on devrait toujours faire au Collège de France. C'est-à-dire, je voudrais vous faire entrer directement dans l'atelier, dans le laboratoire du chercheur. Alors, en l'occurrence, vous le savez, je ne vous apprendrai rien pour un chercheur en littérature comme je le suis. Mon laboratoire est assez simple, il n'y a pas d'alambic, pas d'éprouvette, pas de cyclotron, il y a quand même un ordinateur sur un bureau, mais il y a des livres, il y a des bibliothèques, celles qui sont dans mon bureau, celles qui sont ailleurs, dans d'autres endroits, les bibliothèques publiques, les bibliothèques du collège et d'autres. Et je voudrais simplement vous montrer très pratiquement comment on y travaille. Enfin, ce « on », c'est un « on », mais c'est moi, c'est mon expérience personnelle ici qui me servira d'exemple. Et ce faisant, je ne crois pas que je serai infidèle aux intentions de Paul Valéry lui-même lorsqu'il intitulait sa chaire poétique. Poétique, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais vous le savez peut-être déjà, poétique, c'est-à-dire il l'entendait dans son sens étymologique, et parfois plutôt, il l'orthographie poïétique en revenant au mot grec, au verbe grec, poiein, qui signifie faire. Donc la poétique, la poïétique, telle qu'il l'entend, c'est l'étude du faire, c'est l'étude des productions de l'esprit individuel, collectif. Bon, j'y reviendrai. L'étude du faire, l'étude du faire. Eh bien, vous connaissez l'une des devises du Collège de France, il y en a plusieurs, Docet Omnia, mais il y en a une autre, très connue aussi, en français, celle-ci, enseigner la recherche en train de se faire. Eh bien, enseigner la recherche en train de se faire, n'est-ce pas de la poétique, de la poïétique à certains égards. Je dirais que le Collège de France, avec cette devise-là, fondamentalement, le Collège de France est
le collège de la poétique. Il est le collège, il est l'enseignement du faire de la recherche en formation, de la recherche en gestation. Et puis en parlant de cette recherche en cours, ou qui vient juste de s'achever, je ne crois pas être infidèle non plus aux intentions de Roland Barthes. Roland Barthes qui, entre 1978 et 1980, sur 2 années de cours, donna donc des leçons sur la préparation du roman, un roman auquel il était en train de travailler ou bien auquel il avait déjà renoncé à travailler. Mais ici, aujourd'hui, il ne s'agira pas de la préparation d'un roman, mais plutôt de la préparation d'une édition. Et ainsi, je voudrais opérer une sorte de transition délicate, que j'ai essayé de faire déjà tout à l'heure, entre le cours de l'an dernier sur les œuvres perdues et retrouvées et celui de cette année. Et donc, je vous propose aujourd'hui de passer de la théorie de la recherche des œuvres perdues à la manière concrète, pratique, de les retrouver. C'est vraiment une petite séance de travaux pratiques. Vous allez voir, et ça peut être parfois assez amusant. Parce que vous le savez, sans doute, je viens de publier, il y a quelques jours, le cours de poétique donné par Paul Valéry, donc ici même, au Collège de France, pendant 8 années, de 1937 à 1945. Vous le savez parce que je vous en avais parlé, et puis maintenant je vous en avais parlé, mais les volumes sont parus. Alors les voici, les voici, ils sont là, ils sont disponibles, il y en a 2, ils sont gros, ça fait plus de 1400 pages en tout, et je les brandis devant vous, et je dois dire que ce moment que je suis en train de vivre avec vous en vous montrant ces volumes auxquels j'ai travaillé avec mon équipe, auxquels j'ai travaillé pendant 3 ans, c'est un moment que j'attendais depuis le moment où j'ai commencé à y travailler, je dois le dire. J'ai un peu, si vous voulez, en vous présentant ces livres, j'ai un peu le sentiment d'être un enfant qui apporte à sa maman son plus beau dessin. C'est une joie un peu enfantine, une joie un peu puérile. Et finalement, en y réfléchissant, je me demande si le public du Collège de France ne serait pas comme une mère pour moi. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre d'une sorte d'instance du psychisme, une incarnation du surmoi dans ce public qui est là, que vous formez, vous toutes et tous. Une instance du psychisme, une incarnation du surmoi. Et j'essaie en effet de vous satisfaire, et je crois que vous placez en effet la barre très haut. Bref, il faudrait faire une psychanalyse des professeurs, clairement. Mais bref, je suis dans ma 4e année de cours et je suis en train de vivre, grâce à vous, un moment béni. Mais ce cours que je fais aujourd'hui, il revient, ici je voudrais revenir à ce cours lui-même de Paul Valéry. Alors, ce cours de Paul Valéry, c'est un cours auquel un public très nombreux assista, et parfois même de nombreux jeunes gens qui vinrent et qui devinrent par la suite célèbres, qui assistèrent à ce cours de manière plus ou moins régulière, et des jeunes gens qui allaient laisser un nom dans l'histoire de la littérature, dans l'histoire de la pensée. Maurice Blanchot, d'abord, qui n'était du reste déjà plus si jeune, mais qui écrivit en 1942 un article sur le cours de poétique, mais qui suivit régulièrement ce cours. Il y eut Sioran, il y eut Roland Barthes, il y eut Michel Tournier, il y eut Yves Bonnefoy, et puis d'autres dont nous ne connaissons évidemment pas le nom. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres personnes qui y ont assisté. Et ce cours est devenu, après avoir été donné, ce cours est devenu une légende. Parce que restait-il de ce cours ? Que reste-t-il d'un cours une fois qu'il a été donné ?
du reste. Ce pourrait être une question un peu générale. Eh bien, il restait de ce cours le programme d'enseignement et de recherche distribué par Paul Valéry aux professeurs du collège, quand il a été candidat en 1937. Et du reste, c'est une pratique qui est encore d'actualité. Tout futur professeur, tout futur candidat à une chaire au Collège de France doit préparer un programme d'enseignement et de recherche appelé maintenant titres et travaux, et le candidat, la candidate, envoie cela à l'ensemble des professeurs. Il l'imprime bellement, si possible, et l'envoie à chacun des professeurs avant de faire ses visite. Le candidat, la candidate rend visite à chaque professeur, il présente ce projet, et puis je vous fais rentrer un peu dans les détails de la chose, comme ça vous verrez comment, par quelles épreuves, en quelque sorte, Valéry, qui était âgé à l'époque, enfin, il n'était plus en âge de concourir à de nouvelles fonctions, je veux dire, il était à l'âge où l'on part à la retraite plutôt. C'est peut-être pas le jour où il faut en parler du reste. Mais il avait 66 ans, donc eh bien, Valéry donc, a été candidat pour une fonction, parce qu'on lui a demandé de l'être. Et donc, il rend visite à chaque professeur, et puis un premier vote de l'Assemblée des professeurs a lieu, où l'Assemblée des professeurs approuve ou non la création de la chaire, avec le titre proposé par le candidat. En l'occurrence, la chaire devait s'appeler poétique, et c'était le nom proposé par Paul Valéry. Et si la chaire est créée, si la chaire est votée par l'Assemblée des professeurs, à ce moment-là, dans une assemblée suivante, sachant qu'il n'y a que peu d'assemblées dans l'année, 3 assemblées en vérité, eh bien, à l'assemblée suivante, entre-temps, la chaire a été officiellement créée, chaire de poétique en l'occurrence, elle est publiée au journal officiel, et donc le candidat peut officiellement se déclarer candidat, parce qu'il n'était pas candidat avant, il était un pré-candidat, il présentait un projet de chaire. Et donc la seconde assemblée, ensuite, 3 mois, 4 mois plus tard, une fois que le candidat s'est déclaré, la seconde assemblée, en général, élit le candidat sur la chaire qui lui est destinée. Je dis en général parce qu'il y a parfois des accidents. Parfois, on crée une chaire pour une personne et puis la personne n'est pas élue sur la chaire qui avait été créée pour elle. Bon, ce sont des accidents de parcours. Il faut espérer que ces accidents arrivent le moins souvent possible. Mais bref, Paul Valéry s'est plié à cet exercice qui existe toujours. Et voici ce texte, donc, le début du texte, en l'occurrence, qu'il a écrit, qui a été publié par la suite, que Valéry a publié, et que tout le monde connaît parce qu'il est rempli de formules devenues très, très, très célèbres. Mais ici, vous avez la brochure originale. La brochure originale, telle qu'elle figure en particulier dans le fond de la Bibliothèque nationale de France. Et vous voyez que la brochure originale commence en fait par un curriculum vitae de Paul Valéry. Un curriculum vitae tout simple, réduit au minimum, mais c'est un beau curriculum vitae malgré tout. Mais il y a très peu de choses, mais c'est intéressant de voir quels sont les ouvrages que Paul Valéry retient dans son œuvre et qui lui paraissent faire sens pour une candidature auprès du collège. Et donc ce texte-là est connu sous ce titre, de l'enseignement de la poétique au Collège de France. Vous le trouvez dans toutes les éditions des œuvres de Valéry, dans la Pléiade, dans le livre de poche. Bien. Et puis il y a un deuxième texte que l'on connaît aussi, qui est le texte de la première leçon du cours de poétique. La leçon que Paul Valéry donna le 10 décembre 1937, sa leçon inaugurale. Alors ces deux textes, là aussi c'est un texte bien connu, ces deux textes furent en effet publiés par Valéry en 1938, d'abord dans un volume qui était intitulé « Introduction à la poétique », et puis ils furent repris, ces deux textes, en 1944, dans le volume d'essais intitulé « Variété 5 ». Et puis voilà, c'est tout. Voilà les deux seuls textes que l'on connaissait des 8 années de cours donnés par Paul Valéry au Collège de France. Donc, en gros, la leçon inaugurale datant de 1937 et
la pré-leçon, en quelque sorte, le programme. Donc, ce qu'on connaissait du cours de Valéry ne datait que de 1937. Tout le reste, ou presque, disparu dans les oubliettes de l'histoire pendant 80 ans. Alors, 80 ans, mais j'exagère un tout petit peu. En fait, dans le meilleur des cas, les spécialistes de Valéry, les valériens, savaient qu'il y avait une revue de poésie, très belle revue du reste, auquel maintenant les chercheurs s'intéressent, parce que c'est une revue qui était une revue assez comparatiste, qui parlait de la poésie française, mais aussi de la poésie mondiale. La revue Yggdrasil, Yggdrasil, c'est le nom de cet arbre mythique des légendes scandinaves. Donc cette revue-là, Yggdrasil, avait publié en 1938 les résumés des cours de la première année, faits par un certain Georges Le Breton. Georges Le Breton. Et alors ici, vous avez le premier cours de Valéry, qui a d'abord été publié dans cette version-là, de manière intégrale, et ensuite, pendant les 16 leçons suivantes, ont été publiées sous forme de résumés. Et donc, les valériens, les plus informés, savaient que ces résumés existaient, correspondant aux cours de 1937 et de 1938, et ils avaient été publiés, ces résumés, dans des revues assez confidentielles. Et puis, on avait oublié aussi l'existence des résumés annuels. Vous savez que chaque professeur fait un résumé de son cours qu'il publie dans l'annuaire du Collège de France. Alors, Paul Valéry s'est plié là aussi à l'exercice. Alors ici, vous avez un résumé, très très résumé, si je puis dire, par Paul Valéry de son cours, mais il faut dire que c'est le cours de 1939-1940, c'est-à-dire le cours qui a lieu pendant la drôle de guerre. Donc c'est une période extrêmement difficile, non seulement pour Paul Valéry, mais pour le Collège de France en son entier et pour la France en son entier. Beaucoup de cours n'ont pas eu lieu, les cours ont été annulés, etc. Donc vous voyez que beaucoup de professeurs n'ont pas fait cours cette année-là. Mais vous voyez ici que Lucien Fèvre, dans les résumés, voisine avec Paul Valéry. Et Paul Valéry a fait très peu de cours, en fait, pendant cette année de la drôle de guerre, qui était vraiment une année terrible. Mais de toute façon, ces résumés, qui sont parfois plus copieux que celui-ci, parfois il y a plus que quelques pages, ces résumés sont en fait, qui ont été écrits par Valéry lui-même, mais ils sont très vagues, très abstraits, et ils ne donnent qu'une image assez peu fiable, en vérité, assez peu concrète de ce que Valéry avait réellement dit pendant ses cours. Et en fait, lorsqu'on lit ces résumés, on n'est guère plus avancé sur le contenu même des cours. Même les cours deviennent plus mystérieux, en fait, quand on lit le résumé. Et puis, les chercheurs valériens savaient aussi qu'il existait, et qu'il existe toujours, heureusement, à la Bibliothèque nationale de France, dans l'immense fonds Valéry, qui est là à la Bibliothèque nationale depuis le début des années 1970, grâce à la famille de Valéry, il existait, dans cet immense fonds gigantesque, colossal, il existait un très gros dossier intitulé Poietique, Poietique avec ce nom grec, comportant plusieurs cartons de manuscrits, des dactylographies, des cahiers de brouillon, en tout environ 2500 feuillets. On parle de feuillets, on pourrait parler de feuilles si vous voulez. 2500 feuilles, 2500 feuillets. Alors, quelques spécialistes de Valéry avaient essayé de tirer quelque chose de ce fonds-là, mais la masse était tellement énorme, elle était tellement complexe, elle est très désordonnée aussi. Il faut tellement de temps et d'énergie pour transcrire tout cela qu'en général, les chercheurs se sont contentés de lancer quelques coups de sonde sur un thème particulier. Par exemple, il y a eu des recherches sur les travaux, les études de Paul Valéry sur le langage intérieur dans le cours de poétique. Et donc, parfois, les chercheurs ont travaillé là-dessus, en ont tiré un ou deux articles. Mais ma collègue italienne, Marina Giaveri, fut la seule, je crois, à ma connaissance, à publier quelques feuillets de ce dossier poétique de la Bibliothèque nationale dans son édition des œuvres de Valéry,
qui est paru dans la belle collection I Meridiani de l'éditeur Mondadori. Vous savez, I Meridiani, c'est cette collection italienne qui prend comme modèle la Pléiade, qui est l'équivalent, qui est un peu la Pléiade italienne, l'équivalent italien de la Pléiade. Et donc, du cours donné par Valéry, en dehors de ces quelques éléments que je vous ai dit, il ne restait en vérité qu'une rumeur. Il ne restait qu'un bruit, colporté dans les couloirs de faculté, dans les amphithéâtres. Dernièrement, un jeune professeur de classe préparatoire me rappelait que ses propres professeurs de Cagnes lui avaient parlé du cours de poétique de Valéry comme d'un mythe, comme d'un objet inaccessible, à jamais perdu. Et en effet, Valéry donna ses cours bien avant que les cours du Collège de France fussent enregistrés, comme ils le sont aujourd'hui, heureusement, en audio et en vidéo. Et donc ce mythe, malgré tout, je dirais qu'il a fait boule de neige, c'est-à-dire que on connaissait bien les autres textes de Valéry sur la littérature, en particulier les essais de variété, et à partir de là, les gens, et à partir de la leçon inaugurale, à partir du texte programmatique, eh bien, les chercheurs ont essayé d'imaginer ce que Valéry a pu dire et de fonder là-dessus leur propre réflexion. Et c'est ce qui est arrivé en 1970. En 1970 est paru au Seuil, aux éditions du Seuil, le premier numéro de la revue Poétique, revue de théorie et d'analyse littéraire, fondée par rien de moins que Hélène Cixous, Gérard Genette et Tzvetan Todorov, et qui est une revue qui est aujourd'hui dirigée par Michel Charles, et qui est, de fait, la principale, la plus célèbre, la plus prestigieuse revue française de théorie et d'analyse littéraire. Et le titre poétique faisait en vérité au moins autant référence au cours de Valéry qu'à la poétique d'Aristote. Et donc la célébrité du cours de poétique était, vous voyez que le premier numéro était quand même assez prestigieux, il y avait Roland Barthes, Jean-Pierre Richard, Alva Heinrich, Hélène Cixous bien sûr, Hans-Robert Jauss, Tzvetan Todorov, Philippe Lacoue-Labarthe. Bon, et la revue a continué sur cette lancée et elle fait encore, du reste, du très beau travail. En tout cas, la célébrité du cours de poétique était telle qu'on pouvait légitimement se placer sous ce nom de poétique et invoquer Valéry comme, en quelque sorte, l'inventeur de la théorie littéraire moderne. Et il fut, en réalité, c'est ce qu'il fut. Il fut effectivement l'inventeur de ce que nous appelons maintenant théorie littéraire, au même titre que ce que faisaient dans l'entre-deux-guerres les formalistes russes, parmi lesquels Roman Jakobson, pour ne citer que le plus célèbre. Et donc Valéry a inventé en France, dans l'Europe occidentale, il a vraiment inventé la théorie littéraire. Voilà ce qu'on savait. Il y avait une énorme aura autour de ce cours invisible. Et tous de se demander donc ce que Valéry, le poète, l'écrivain, le penseur, qui avait commencé à enseigner au collège à l'âge, comme je vous l'ai dit, on part plutôt à la retraite, ce que Valéry donc avait bien pu raconter pendant ces 8 années. 8 années à raison de 30 heures de cours par an. Mais 30 heures de cours par semaine, ça fait beaucoup. Vous pourriez camper ici, nous ferions cours ensemble. Mais c'était 30 heures de cours par an, ce qui est plus que la dose actuelle pour les professeurs du collège. Leur situation s'est un petit peu améliorée, mais à sa raison de 2 heures par semaine, le vendredi et le samedi. Lorsque Valéry fait sa leçon inaugurale le 10 décembre 1937 à 11 heures du matin, eh bien, le lendemain matin, le samedi, il est de nouveau là, à 10 heures ou 11 heures, je ne sais plus, pour faire son deuxième cours. Et donc, c'était comme ça chaque semaine pendant 15 semaines. Alors, on a des témoignages sur ces cours de Valéry. On a énormément de presse là-dessus, beaucoup d'articles de presse, ce sont des cours qui ont été très suivis par les journalistes, et puis on a des témoignages d'écrivains. Je vous ai parlé d'Yves Bonnefoy. Yves Bonnefoy, autre grand professeur poète du Collège de France, et qui par ailleurs a beaucoup critiqué Valéry.
qui a beaucoup voulu se démarquer de Valéry. Eh bien, même si plus tard il est revenu sur le cas de Valéry, et même s'il a renoué une fidélité avec Valéry, mais c'était vraiment sur le tard. Dans les textes où il était plus jeune, Bonnefoy parle de la fascination que Valéry, je cite Bonnefoy, la fascination que Valéry exerça un moment encore sur ma génération et peut-être sur quelques autres. Et il raconte ceci: dès que je fus à Paris, donc c'est Bonnefoy qui écrit, dès que je fus à Paris, je vins écouter Valéry en ses dernières saisons au Collège de France. Il n'y avait pas grand monde dans la salle, mais j'aurais pu y faire la connaissance de Sioran ou de Roland Barthes qui, me dirent-ils par la suite, y venaient comme moi, plus ou moins régulièrement. Il n'y avait pas grand monde dans la salle. Je crois que ça pouvait dépendre beaucoup des jours, parce que les témoignages que l'on a sur les dernières leçons, enfin celles de 1945, montrent que le public était revenu en masse, et en particulier les jeunes gens. Mais ici, je pense que Bonnefoy parle de cours de 1943-1944 et moins de ceux de 1945. En 1963, Bonnefoy reparle de ce cours de poétique en des termes extrêmement durs. Une fois de plus, je me souviens de celui que j'écoutais au Collège de France en 1944, être si gracieux, d'un esprit si délié et pourtant si vain. Bon, forme décolorée comme les ombres de ces dialogues, eux-mêmes déjà des ombres. C'est assez dur. Alors, il est vrai que les personnages des dialogues de Paul Valéry, Eupalinos ou l'architecte, sont des ombres, puisque Socrate et Phèdre y parlent alors qu'ils sont aux enfers. Mais enfin, je trouve un peu cruel de renvoyer cette image-là à Valéry comme s'il n'était déjà que l'ombre de lui-même en 1944. Je peux vous dire simplement que, ayant retrouvé ses cours de dernière année, je peux vous dire que même si Valéry était fatigué, c'est vrai qu'il était un peu malade aussi, malgré tout, il y a quand même des joyaux extraordinaires dans dans ces derniers cours de 1944-1945. Mais on y reviendront peut-être. Cet article de Bonnefoy de 1963 s'intitulait « Valéry l'apostat ». Apostat de la poésie, bien sûr, parce que pour Bonnefoy, Valéry est celui qui a refusé en quelque sorte la poésie. Mais je reviendrai là encore sur cette critique de Valéry par Bonnefoy et par d'autres écrivains du XXe siècle, et de revenir aussi sur l'incompréhension et les raisons de l'incompréhension que suscita Valéry auprès de plusieurs de ses contemporains plus jeunes. Et c'est assez intéressant. Bonnefoy, par ailleurs, n'est jamais en reste de pique à l'égard de Valéry. Ailleurs, il dit, un témoignage oral, il raconte que Valéry faisait cours en regardant sans cesse la pendule. Moi, je l'ai en face de moi, mais il m'arrive de la regarder, c'est vrai, mais pour savoir exactement comment on calcule son temps, ça me paraît assez normal. Bref, cela dit, les interprètes les plus bienveillants commentait en disant que Valéry, en 1944, était déjà bien fatigué, qu'il improvisait avec plus ou moins de bonheur. Donc je le dis, que sans doute Bonnefoy était peut-être mal tombé, il n'était pas allé à tous les cours, il avait choisi les mauvaises leçons. Mais bon, ça on peut le dire si on veut défendre Valéry. Mais comment le prouver? Comment le prouver en l'absence d'enregistrement, faute de savoir ce que Paul Valéry avait vraiment dit? Alors, je l'ouvre ici une petite parenthèse. Je vous ai parlé ici du discours j'ai un peu insisté sur le discours d'Yves Bonnefoy sur Paul Valéry, et il est parfois tentant, dans l'histoire du collège, en particulier pour la littérature, mais pas seulement, de retracer une sorte de passage de relais entre les professeurs du Collège de France des générations successives. Paul Valéry, dont Roland Barthes et Yves Bonnefoy suivaient le cours, Roland Barthes, au séminaire duquel Antoine Compagnon participa ici même à plusieurs reprises, et puis Antoine Compagnon, à la leçon inaugurale de qui j'assistais il y a 17 ans dans ce même amphithéâtre. Donc on pourrait avoir la tentation de reconstruire une telle généalogie, mais ce sont des généalogies un peu construites.
Ce sont des généalogies construites par le discours, ce sont des constructions de discours. Et cette généalogie que je vous ai dite, apparente, Valérie, Barthes, Bonnefoy, Compagnon, etc., cette généalogie, en fait, recouvre en vérité des relations de type bien différents. Et on voit, dans le cas de Valérie, que le rapport d'Yves Bonnefoy avec Valérie fut plus de tension que de réel patronage. Alors, fin de la parenthèse. Comment sortir de cette image du cours de poétique, cette image qui pouvait très bien se révéler illusoire? Car avec ce cours, on se trouve bel et bien dans le cas de ce dont je vous ai parlé l'année dernière, à savoir le cas d'une œuvre perdue dont il existe quelques reflets. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait les œuvres dont il subsiste des reflets, des fragments, des choses que l'on dit sur l'œuvre. Voilà ce qu'on avait plus ou moins. Et puis de courts, de brefs fragments. Donc c'était le deuxième ou le troisième type d'œuvres perdues selon la typologie que j'avais élaborée l'an dernier. Et puis, il y a du reste une malédiction générale, propre au cours, même fait par les professeurs les plus prestigieux. C'est le destin d'un cours est de disparaître. Le destin d'un cours est de s'effacer aussitôt prononcé, et d'entrer dans un esprit, dans des esprits, celles et ceux qui sont là et qui écoutent le cours. Parce que quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'un cours? Eh bien, un cours, c'est une parole qui se donne en un lieu et un moment donné, devant des auditeurs particuliers, des auditeurs donnés, et chacun de ces auditeurs emporte du cours des souvenirs différents, et peut-être des souvenirs contradictoires. Je veux dire, il suffit pour s'en convaincre de comparer les notes prises par plusieurs auditeurs d'une même leçon. On pourrait faire l'exercice, certains ou certaines d'entre vous prennent des notes, ce serait assez amusant de passer parmi vous et de comparer les notes que vous prenez, et je pense que nous serions surpris, parce que chacun a des intérêts différents, chacun entend différemment et ne choisit que ce qui l'intéresse, ou parfois entend mal, ou comprend à côté. C'est le destin d'une parole. Rassurez-vous, je ne vais pas passer parmi vous et ramasser les copies. Mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour le cours de Bergson. Il y a quelques années, en effet, j'ai édité les notes qu'avait prises le jeune T.S. Eliot, vraiment encore jeune, il était un thésard à Harvard, mais il a passé en 1910-1911 une année à Paris, et il a suivi le cours de Bergson, donc au Collège de France. Et il a pris des notes en français. Donc je les ai éditées pour la première fois, et j'ai eu, c'est paru donc dans cette revue Annales bergsonienne, il y a 2 ans, je crois, et j'ai eu c'était intéressant de faire la comparaison entre les notes ici prises par T.S. Eliot, prises en français, et ensuite de les comparer avec des notes prises par d'autres auditeurs, parce qu'il se trouve qu'à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, dans le fonds Bergson, il existe en fait tout un ensemble de notes d'auditeurs sur les cours de Bergson, tout à fait passionnantes, assez travaillées du reste par les spécialistes de Bergson. Certaines ont été prises par des auditeurs célèbres, en particulier Charles Dubos, grand critique des années 20. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on compare ces notes entre elles ou bien avec les notes prises par T.S. Eliot, qui elles se trouvent non pas à Doucet mais se trouvent à Harvard, eh bien, c'est qu'en fait, chacun comprend des choses différemment, insiste sur d'autres choses. Et là, il y a un exemple de comparaison que je fais en note de bas de page avec ce que écrit Eliot. Et c'est encore plus, la comparaison est encore plus flagrante. Et lorsque, avec un auditeur américain comme T.S. Eliot, vous avez quelqu'un qui comprend peut-être assez mal le français à cette époque-là, il est encore jeune, dans un auditoire qui n'est pas sonorisé,
avec la voix de Bergson qui ne portait pas non plus très loin, et donc il pouvait aussi lui-même faire des erreurs en entendant le cours. Mais même entre les notes des auditeurs francophones, en fait, les différences sont vraiment sensibles et très intéressantes. Donc le problème du cours, de la subsistance d'un cours, c'est un problème vraiment général. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a de nombreuses publications de cours que nous sommes ravis d'avoir, les cours de Michel Foucault, les cours de Roland Barthes. Et puis c'est légitime de publier un cours, en particulier un cours lorsqu'il a été donné au Collège de France, puisque le Collège de France est une institution publique, accessible à tous, et c'est une parole déjà donnée au public. Et donc il est légitime de rendre au public ce qui lui appartient, avec une publication de cours. Il ne s'agit là, en éditant un cours, que de pérenniser cette parole pour que ceux qui n'étaient pas là bénéficient de cette parole-là. Alors, comment fait-on pour publier un cours? J'ai cité le cas de Roland Barthes et de Michel Foucault. En général, on publie un cours, soit à partir du prononcé, lorsqu'on a un enregistrement du cours, et on l'a pour Michel Foucault, on l'a pour les cours de Gilles Deleuze aussi, soit à partir de notes de cours, de notes préparatoires du cours, faites par le professeur. Et parfois, on a les deux. C'est le cas de la préparation du roman, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce cours donné par Roland Barthes entre 1978 et 1980, eh bien, la préparation du roman a été publiée 2 fois. Une première fois à partir des notes de cours de Roland Barthes, et une seconde fois à partir des enregistrements, des bandes sonores. Et il est tout à fait fascinant de comparer les notes de cours avec le prononcé, ce que Barthes dit réellement pendant son cours. Mais même la publication d'un cours à partir des notes, à partir de l'enregistrement, n'est pas entièrement satisfaisante. Il faut bien s'en rendre compte. Publier un cours, c'est aussi une entreprise vaine par principe. Parce que, en dehors du moment de la performance, par le professeur, il n'y a pas de cours à proprement parler. Il y a seulement des témoins, qui sont les notes de cours, qui sont les bandes sonores, les témoins d'une parole évanouie. Et donc, même la transcription complète d'une leçon ne reproduit pas le cours en lui-même. Il manque tout ce qui fait la rhétorique, l'énonciation, il manque l'action rhétorique, il manque la gestuelle, ces mains que j'agite un peu n'importe comment. Il y a le rythme de la parole, il y a l'atmosphère générale, les gens qui toussent, les réactions du public, les gens qui rient, etc. Il y manque toute une atmosphère. Et seul un enregistrement visuel et sonore, comme il est pratiqué aujourd'hui assez systématiquement par le Collège de France, heureusement, seul un enregistrement visuel et sonore pourrait prétendre à rendre à peu près exactement ce que fut le cours d'un professeur. Et pourtant, même là, il y manque l'atmosphère de l'amphithéâtre, il y manque les réactions de l'auditoire, réactions sonores, parfois muettes, parfois de simples expressions du visage que je vois, que j'ai le bonheur de voir sur vous, puisque le port du masque n'est plus obligatoire. Enfin, tout ce que vous expérimentez vous-même aujourd'hui, en tant que public, ici, vous-même qui êtes ici présent, hic et nunc, ici et maintenant, vous qui me faites ce plaisir de venir m'écouter aujourd'hui. Or, pour Valérie, nous ne disposons de rien de cela. Du moins, nous ne disposons que de quelques minutes seulement d'enregistrement du cours. C'est le cours du 15 mars 1941, lorsque Valéry prononça ce qu'il croit être sa leçon de clôture. Il est atteint en effet par la limite d'âge, il a 70 ans à ce moment-là, enfin il va avoir 70 ans, donc il ne peut plus aller au-delà. En fait, il sera prolongé, mais il ne le sait pas encore, ou du moins s'il vient de l'apprendre, juste la leçon de clôture a été programmée, il vient d'apprendre qu'il serait finalement prolongé, et donc voilà. Je voudrais simplement vous faire écouter, une fois n'est pas coutume, la voix même de Valéry dans le début de ce
cours du 15 mars 1941, par chance, parce que c'est la leçon de clôture, la radio, Radio Paris, qui pour une fois ne ment pas, Radio Paris, c'était la seule radio à Paris, Radio Paris dépêche un journaliste qui dépose un micro sur le bureau du professeur. Et en fait, il ne laisse le micro que 5 minutes, en vérité. Donc, je vais vous faire entendre les 5 minutes de ce début du cours de Valérie. Et puis ensuite, le journaliste reprend la parole, pas pendant le cours, mais ensuite à la radio, c'était un enregistrement qui était en différé, et il dit, voilà, en fait, vous allez voir, je vais vous laisser le passage du journaliste, il dit, voilà, on ne peut pas diffuser un cours complet à la radio, le public ne le supporterait pas. Et puis après, il va s'entretenir avec Valérie dans son bureau. Eh bien, ces 5 minutes de cours, eh bien, c'est tout ce qu'on a du cours de Valérie, sonorement, si je puis dire, pour les 8 années de cours. Ces 8 années de cours pendant lesquelles furent prononcées près de 200 leçons, 197 exactement. Eh bien voilà, je vais vous faire entendre cette voix, ces mêmes mots qui retentissent ici, au collège, près de 82 ans, après avoir été prononcés une première fois. Alors vous allez voir, le micro de l'époque, le son est assez bon en vérité, mais le micro de l'époque n'est pas très directif. On entend donc très bien les bruits de la salle, les portes qui s'ouvrent, les sièges qui claquent, les automobiles qui passent à l'extérieur. Tout le monde s'accorde pour dire que la salle 8 était, c'est l'équivalent actuel de la salle Glowinski, enfin ancienne salle 4, qui était différemment configurée. Mais il y avait plus de circulation à ce moment-là. Et donc on entend beaucoup les automobiles, les cris de la rue aussi. Il y avait beaucoup de bruit parasite et on entendait mal Valérie. Mais je vous propose d'en juger par vous-même en écoutant Valérie. Applaudissements qui me montrent que j'ai devant moi non seulement un auditoire, mais enfin des sympathies réunies. Je m'excuse de ne pas y répondre autant que je voudrais en ce moment-ci, mais je puis assurer mon auditoire que j'étais tellement touché pendant les 4 ans que j'ai passé ici d'avoir constamment des auditeurs aussi avertis, aussi indulgents, aussi attentifs, que je ne puis leur exprimer à quel point j'en suis positivement touché. Je voudrais le leur dire d'une façon tout à fait sincère, n'est-ce pas, et vous le voyez, et je ne le puis pas. Eh bien, je leur aurais dit, si ça avait été ma dernière leçon, et je le dirais aujourd'hui alors, quelque chose qui en a fait ça plus personnel que d'habitude. C'est à quoi ce cours tout entier se rattache, c'est sa véritable explication. Ce cours, vous le savez, n'est pas un enseignement. Le Collège de France admet, heureusement, une liberté d'expression et une liberté de point de vue qui est presque sa raison d'être, puisqu'à côté des choses qui s'enseignent, il admet qu'on parle ici pour exciter l'appétit de quelque chose. Eh bien, je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai fait ici un cours de poétique, ou plutôt non pas pourquoi, mais comment il s'est fait que j'ai été amené cette conception de la poétique qui s'est présentée à mon esprit lorsque mes regrettés amis, M. Joseph Bédier et M. Moret, Bédier admis, ont inventé cette idée que je pourrais être ici professeur au Collège de France, ce qui m'a beaucoup étonné, n'ayant jamais enseigné de ma vie, et ne me sentant pas tout à fait une âme de professeur. Mais enfin, ils ont trouvé cette idée, et je l'ai acceptée après réflexion. Et voici mes réflexions qui, elles, demandent un peu, permettez-moi, un peu d'autobiographie. Il s'agit de se rajeunir, n'est-ce pas, un petit peu, pour moi, et de vous expliquer comment j'ai été amené à cette idée à partir d'un âge très tendre, de l'âge de 20 ans, c'est-à-dire il y a exactement 50 ans. Certaines choses paraissaient devenues extrêmement faibles, difficiles à soutenir et très séduisantes. D'autres manquaient de séduction, malgré la solidité de leurs arguments. Et il faut un peu de tout. Il faut un peu de séduction. Dans la littérature régnaient diverses doctrines, en particulier le naturalisme, qui lui, ainsi que vous le savez,
provenait d'une part de l'évolutionnisme, d'autre part du positivisme. Je regrette beaucoup d'employer des monismes, mais c'est pas moi qui les ai inventés. Mon regretté confrère, M. Bergson, disait, avec raison, qu'il faut se passer autant que possible des mosanismes. Mais enfin, ils existent, et c'est un moyen simple de parler. Eh bien, à cette époque-là, je vous dis, positivisme, déterminisme et criticisme se partageaient le terrain, et on ne pouvait guère songer à faire autre chose. Mais, d'une part, nous sentions tout ce qui manquait au naturalisme, puisque nous étions en train de fonder autre chose dans l'ordre littéraire. Puisqu'en somme, le roman réaliste ne nous paraissait pas remplir entièrement tous nos désirs de création, ou même de sensation. Alors, dans cet embarras, qu'est-ce qu'il restait? Les croyances traditionnelles avaient été fortement battues en brèche par toutes les doctrines, et en particulier par l'évolutionnisme. Les philosophies connues avaient été plus ou moins ruinées par le criticisme. Le criticisme lui-même n'offrait pas une issue suffisante à la faculté de production naturelle. Il ne restait en somme qu'une certitude, une seule. Du moins, cela apparaissait à des êtres comme moi. Je n'étais pas seul. Il ne restait qu'une chose vraiment intangible, une chose contre laquelle aucune objection ne pouvait se présenter. C'était l'impression que nous produisait la nature ou les œuvres d'art. L'impression, en somme, de nature esthétique, si vous voulez. L'impression de beauté, employons le terme tel qu'il est, était chez nous une chose que rien ne pouvait renverser. C'était une certitude absolue. Si une œuvre me plaît, si un spectacle, un paysage, un être quelconque me produit un effet d'une certaine nature, qui ne fait appel à aucune espèce de théorie, qui ne demande aucune dialectique, qui s'impose par lui-même, qui m'emplit, qui se fait désirer par lui-même, et qui non seulement se fait désirer, mais ouvre en moi, amorce en moi, un appétit nouveau, celui de faire quelque chose dans ce genre-là. Mais vous comprendrez, mes chers auditeurs, que nous ne pouvons laisser le micro sur l'estrade devant M. Paul Valéry pendant toute la durée de son cours. Cela serait évidemment d'un très haut intérêt intellectuel pour un certain nombre de nos auditeurs, mais risquerait d'émouvoir peut-être la grande masse de notre public. Et c'est pourquoi M. Paul Valéry a eu la grande amabilité de bien vouloir nous recevoir dans son bureau au Collège de France après son... Voilà. Donc, vous en avez entendu la voix de Paul Valéry. Bon, l'enregistrement n'est pas de très bonne qualité. Ce qu'il dit est assez intéressant, vous verrez, parce que, enfin, vous l'avez entendu peut-être, si vous l'avez bien compris. Il dit, voilà, dans un moment où tout s'écroule, ce qui reste, au bout du compte, c'est l'impression esthétique. Et c'est à partir de là qu'il base sa poétique et en tout cas son devenir en tant que penseur de la littérature et sa vocation d'écrivain, de poète, de théoricien de la littérature. Alors, cet enregistrement que je viens de vous passer, il est accessible gratuitement sur le site de l'Institut national de l'audiovisuel, comme sur le site Salamandre des archives du Collège de France. Et je l'ai en fait évidemment transcrit et reproduit dans l'édition que je propose, ainsi que l'entretien avec le journaliste. Mais cela ne suffit pas à rendre compte de l'ensemble du cours de poétique. Cela ne peut juste que, comme le dit Valéry, exciter l'appétit de quelque chose. Le Collège de France sert à exciter l'appétit de quelque chose. Alors, pour sortir de ce monde de reflets peut-être trompeurs, il fallait aller enquêter de plus près dans le dossier poétique de la Bibliothèque nationale. Et en entrant ici au Collège de France, je m'étais promis de profiter de ces possibilités offertes par l'institution pour lancer le projet d'une édition. Il y faut du temps, il y faut des moyens, c'est-à-dire qu'il y faut une équipe capable de m'aider à transcrire les feuillets. Il y a quand même 2500 feuillets, il faut choisir les feuillets, mais il faut les transcrire. Ce sont des dactylographies pour beaucoup, des manuscrits pour certains. Et donc je veux d'abord nommer ici les membres de cette équipe, ceux qui ont collaboré le plus près à cette édition. Il y a d'abord mon assistant, André Meditanou, il y a eu aussi Céline Surprenant, et puis il y a même aussi ma gestionnaire administrative, Marion Errand, parce que pendant la première période de confinement, vous vous rappelez, nous étions tous mis un peu au chômage et les cours se sont arrêtés et tout le monde n'avait plus rien à faire que de
copié du Valéry. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Pour le coup, la Covid a été une bénédiction, en quelque sorte, pour l'avancée de ce cours. Mais beaucoup de personnes ont fait des transcriptions. Il y a mon assistant actuel, Cyril Rouanet. Il y a aussi Rémi Furlanetto, qui vient compléter l'équipe brièvement lorsqu'il y eut de l'urgence. Et bref, je vous ai dit, j'ai exploité pour cela, nous avons exploité le dossier poétique de la BN avec des notes pour le cours, manuscrites, dactylographiées, des feuilles volantes, issues de transcriptions des cahiers de brouillons, des transcriptions de leçons, il y en a quelques-unes, des articles imprimés, et puis des exemplaires corrigés de l'enseignement de la poétique au Collège de France. Et en effet, je m'étais rendu compte, en explorant ce dossier poétique de la Bibliothèque nationale, que dans les 2500 feuillets, il y en avait un assez grand nombre qui étaient extrêmement rédigés, très très loin de ce que l'on connaît par ailleurs de Valéry dans les cahiers, qui sont des fragments un peu épars, un peu obscurs, difficiles. Mais en fait, Valéry, comme tout professeur, et comme moi en particulier, Valéry, au début de ses cours, était particulièrement inquiet. Il ne savait pas comment il allait faire. Et donc, il préparait très soigneusement le début de chaque cours, en particulier au début de chaque année. Il était extrêmement stressé. Et donc, il rédigeait longuement ses premiers cours, et ensuite, au fil du temps, il se permettait des notes plus brèves. Et donc, il m'a paru indispensable, en voyant toutes ces rédactions au long cours, si je puis dire, ces rédactions très longues, il m'a paru indispensable de faire connaître ces rédactions au public, qui étaient très nombreuses. Et donc, c'était assez facile de sélectionner les rédactions les plus complètes et de les transcrire avec mon équipe. Cela représentait environ un quart des 2500 feuillets du dossier poétique. Et puis surtout, cela représentait les feuillets les plus rédigés. Donc en fait, en quantité de texte, c'était beaucoup plus que le quart de l'ensemble des 2500 feuillets. Et cela faisait en fait un très fort volume qui pouvait paraître tel quel chez Gallimard. Et voilà où nous en étions l'an dernier, en fait, il y a 1 an et demi, lorsque j'avais terminé l'édition, la transcription de ce dossier de la Bibliothèque nationale. Et c'est à ce moment-là, qu'est arrivé l'accident heureux, qui m'a un peu bouleversé, mais accident finalement heureux, qui m'a permis de compléter le cours par un ensemble de documents tout à fait exceptionnels dont personne, ou presque, n'avait jamais entendu parler. Alors je suis un peu désolé de m'arrêter ici sur ce, comme on dit dans les séries télévisées, un cliffhanger, mais bon, c'est une manière de vous inciter à revenir la semaine prochaine pour savoir ce qu'il y a. Et puis, nous rentrerons la semaine prochaine, vous allez voir, dans des détails plus précis vraiment des manuscrits et des problèmes, vous allez voir, me semble-t-il, assez amusants de transcription des cours. Je vous remercie pour votre attention.